Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie de Karl Popper au sujet de la démocratie. Alors, sa théorie de la démocratie est très simple, elle est facile à comprendre pour tout le monde, mais vous allez voir que son problème est différent de la théorie démocratique habituelle. Donc la théorie démocratique habituelle, c'est la théorie étymologique, hein. Donc on prend les termes démos et kratos et on fait, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors il y a quelque chose de vrai, bien entendu, dans cette définition, mais quand on remonte aux sources de la démocratie, on voit que c'est un peu plus fin et qu'en fin de compte, on est parti sur de mauvaises bases, donc je vous le présente tout de suite. Il y a une théorie qui part de la question qui doit gouverner, et ça c'est une théorie, c'est une question qui revient depuis 2000 ans, depuis Platon on va dire, 2500 ans. Et en fin de compte, c'est une question qui va dévoyer la démocratie. Et nous allons voir que Karl Popper, lui, va nous présenter une théorie de la démocratie qui part d'une autre question, c'est comment éviter les tyrannies. Et ça, c'est à la source du projet démocratique grec, hein, c'était éviter qu'il y ait des gens qui abusent du pouvoir qu'on leur délègue. Alors la théorie de Karl Popper, on va la présenter en trois moments. Le premier moment, c'est on va donc exposer la théorie classique de la démocratie et on va voir les lacunes de cette théorie. C'est la théorie de la règle du peuple. Ensuite, dans un second moment, on va présenter la théorie proprement poppérienne, et on va dire c'est la théorie historique, hein. Elle est défendue aussi par David Deutsch ou de grands penseurs. Et enfin, dans un troisième moment, on essaiera de voir quelle différence pratique cette nouvelle conception de la théorie, elle peut apporter à nos politiques, à nos sociétés. Premier moment donc, la théorie classique. Alors la théorie classique, c'est l'idée que la démocratie, c'est la règle du peuple, c'est la loi du peuple, et que le peuple a le droit de gouverner. Alors pour prétendre que le peuple a ce droit, de nombreuses et diverses raisons ont été données. Mais il n'est pas nécessaire de regarder et d'examiner toutes ces raisons. Au lieu de ça, Karl Popper, lui, il dit qu'on va prendre comme examen le contexte historique de la théorie et de sa terminologie. Donc à l'origine, on peut partir de Platon, qui a été un des premiers théoriciens politiques, et lui, il voulait distinguer les différentes formes politiques, comment on peut gouverner une cité. Donc en fait, il distinguait, comme on distingue habituellement, hein, par rapport au nombre de dirigeants. Alors, il existe la monarchie, donc c'est un seul homme qui gouverne, et son pendant négatif, c'est la tyrannie. Donc la monarchie, c'est un homme bon qui gouverne, et la tyrannie, c'est un homme mauvais. Ensuite, il y a la possibilité qu'il y ait plusieurs personnes, un groupe, qui gouvernent. Donc là, on obtient l'aristocratie, c'est le règne de quelques hommes qui sont en général bons, et son pendant, c'est l'oligarchie. C'est sa forme déformée, on va dire. C'est un petit groupe de personnes mal intentionnées. Et enfin, il reste une troisième forme où c'est le plus grand nombre qui dirige, c'est-à-dire la démocratie. Et là, il n'y a ni de bon ni de mauvais côté. La démocratie, c'est toujours mauvais pour Platon. Alors si l'on regarde de plus près cette classification, et si l'on se demande quel problème était au fond de l'esprit de Platon, alors on constate que ce qui est sous-entendu dans cette classification et cette théorie de Platon, et de tous les autres, c'est le même problème: qui doit gouverner? La réponse de Platon était simple, hein, et naïve. Le meilleur devrait régner. Et si possible, le meilleur de tous. Donc le philosophe, en quelque sorte, pour Platon. Mais on voit bien où ça mène, hein.
quand on pose cette question, qui doit gouverner, ben, chacun va avoir sa réponse. Moi, ou ça va être les prolétaires, ou pour d'autres, ça va être les aristocrates, ou ça va être les nobles, ou ça va être les bourgeois, etc. Donc en fait, on rentre, une fois qu'on pose cette question, on rentre dans une zone dangereuse parce qu'elle va dévoyer le principe de la démocratie qui est de se protéger contre toute forme de tyrannie. Et en effet, si on prend, on porte un regard historique sur la démocratie, ben on s'aperçoit que la pratique athénienne était exactement le contraire. Peu importe qui gouvernait, puisque vous savez très bien qu'il y avait même des tirages au sort. L'essentiel, c'est qu'on pouvait évacuer, on pouvait évincer celui qui avait le pouvoir. D'ailleurs, il y avait un principe qui s'appelait le principe d'ostracisme, qui était très puissant, puisque les personnes, du simple fait d'être populaires, elles étaient chassées de la cité, parce qu'une fois qu'on est populaire, on peut manipuler les gens, et après on peut prendre le pouvoir et euh, dévoyer la démocratie. Donc, les démocrates athéniens considéraient leur démocratie comme une alternative à la tyrannie, à l'arbitraire. Parce qu'en fin de compte, ils savaient très bien qu'un chef populaire peut être investi de pouvoir tyrannique par un vote populaire. Ils savaient donc qu'un vote populaire pouvait être erroné, même dans les questions les plus importantes. Et oui, quand on part du principe qui doit gouverner, on suppose qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait jamais se tromper. Le peuple, ou le meilleur, ou le plus sage, ou l'anticapitaliste, ou le capitaliste, etc. Et en fin de compte, on part du mauvais côté. Parce qu'en fin de compte, il faut se rendre compte que les sociétés humaines, elles sont humaines, donc elles vont faire des erreurs, forcément. Il n'y aura jamais de société parfaite, et il n'y aura jamais de gouvernement qui ne fera pas d'erreurs. L'essentiel, c'est de pouvoir corriger ces erreurs et de pouvoir chasser les gens qui pourraient mettre en danger la démocratie, c'est-à-dire le système politique qui permet d'améliorer les lois sans effusion de sang, sans violence. Les Athéniens donc avaient raison. Les décisions prises démocratiquement, et même les pouvoirs conférés à un gouvernement par un vote démocratique, peut se tromper. Il est difficile, voire impossible de construire une constitution qui protège contre les erreurs. C'est l'une des raisons les plus fortes pour fonder l'idée de la démocratie sur le principe pratique d'éviter toute tyrannie. Et ça nous évite de tomber dans des pièges. Quelle est la légitimité, en fin de compte, du peuple à gouverner? Est-ce que c'est la morale? Est-ce que c'est le droit divin? Donc cette théorie de Karl Popper est très puissante puisqu'elle prend en compte ce fait, c'est que les erreurs sont toujours possibles et elles vont toujours exister dans n'importe quel système social, dans n'importe quel système politique. Donc, il faut éviter de recourir au principe de légitimité. C'est un danger, en fin de compte. En fait, il n'y a aucun pouvoir qui est légitime, et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Alors, ce principe de légitimité, il a mené à de grands défauts dans les politiques européennes. Hein. Au Moyen Âge, donc, c'était investi, la légitimité, c'était les puissances spirituelles et Dieu. Donc tout au long du Moyen Âge, après, on a dû se défaire de ce principe de légitimité. Alors d'abord, il a été remis en cause par la Réforme, hein, puis par la Révolution anglaise de 1648-1649, qui proclama le droit divin du peuple à gouverner. Mais dans cette révolution, le droit divin du peuple fut immédiatement utilisé pour établir la dictature d'Olivier Cromwell. Donc tout le long, le principe de légitimité est un piège. D'ailleurs, un peu après, Karl Marx, qui n'était pas un politicien britannique, était encore dominé par ce vieux problème platonicien. Et il considérait que qui doit
gouverner, qui devrait gouverner, se posait encore. Alors, c'était les bons ou les mauvais, les ouvriers ou les capitalistes? Et même ceux qui rejetaient complètement l'État, au nom de la liberté, ne pouvaient se libérer des chaînes d'un vieux problème mal conçu. Et oui, quand on pense aux anarchistes, c'est-à-dire aux adversaires de toute forme de gouvernement, on peut sympathiser avec leur tentative infructueuse de s'éloigner du vieux problème qui devrait gouverner. Eux, ils disent personne. Et là encore, c'est un. Donc on voit que tout ça, ce problème, ça mène qu'à des mauvaises solutions. Maintenant, nous allons voir, c'est le deuxième moment, nous allons voir la théorie, une théorie plus réaliste, plus proche de la pratique, et surtout qui sera plus utile et plus morale. Alors, dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis, Karl Popper a proposé de poser un autre problème, de partir d'un autre problème. Donc il ne faut plus se demander qui doit gouverner, mais comment constituer un État, comment concevoir une société qui permette de se débarrasser des mauvais gouvernants, sans utiliser la violence, sans utiliser l'injustice. Et le deuxième point, c'est comment concevoir une société ou des politiques qui permettent de corriger les lois, qui permettent de changer les lois au cas où elles ne conviennent plus, au cas où elles ne soient pas du tout utiles. Donc on voit, la question qui doit gouverner ne menait qu'à des mauvaises solutions. Même si on disait personne ne doit gouverner, mais en fin de compte c'était un leurre, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va gouverner. On ne pourra pas faire une société sans qu'il y ait des gens qui gouvernent, ou alors il faudrait faire des lois. Mais là c'est pareil, on revient au problème initial, qui fait les lois? Donc il faut partir de plusieurs constats. Premièrement, les hommes sont faillibles, ils se trompent, donc on va toujours se tromper, on n'aura jamais de société parfaite, premier point. Deuxième point, c'est terrible à dire, mais en fin de compte, on ne peut pas faire société sans loi, et on ne peut pas faire une société qui repose sur des lois sans personne qui surveille l'exercice de ces lois. Donc on ne peut pas concevoir une société sans gouvernement, sans qu'il y ait des gens qui gouvernent et d'autres qui sont gouvernés. Mais vous allez voir que la démocratie, justement, elle va permettre d'éviter tous les problèmes qui peuvent mener à un abus de pouvoir par le contrôle. Alors, elle ne dit pas qu'il n'y aura jamais d'abus de pouvoir, la démocratie. La démocratie, elle dit dès qu'il y aura un abus de pouvoir, eh ben en fin de compte, on va se donner les moyens pour changer la loi ou alors pour évincer la personne qui abuse de son pouvoir. Alors maintenant, donc c'est une théorie beaucoup plus réaliste parce que c'est pas un problème abstrait qui doit gouverner, c'est un problème tout à fait pratique, presque technique. Et les soi-disant démocraties modernes sont sans doute de bons exemples de solutions pratiques à ce problème. Comment éviter que des tyrannies s'installent ou que des mauvaises lois perdurent. Donc, les sociétés modernes adoptent toutes ce qui est la solution la plus simple au nouveau problème, c'est-à-dire le principe selon lequel le gouvernement peut être renversé par un vote majoritaire. Le paradoxe de nos sociétés modernes, c'est que dans les faits, donc dans la pratique, nous avons bien une démocratie qui ressemble à celle qui avait été inaugurée par les Grecs, par Périclès, à part qu'elle n'est pas tout à fait directe, elle n'est pas toujours directe, mais à l'époque c'était un peu pareil, tout n'était pas par un vote direct, tout ne se faisait pas par ça. Et d'un autre côté, on peut voir que les gens ont dans leur tête une théorie, c'est celle de Platon, à dire que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, de tous. Alors qu'on sait que ce n'est pas possible. La plupart des gens ont en tête, voudraient une démocratie, c'est-à-dire qu'eux-mêmes décident, que tout le monde décide, et qu'il n'y ait jamais d'erreur, et que tout soit parfait, qu'il n'y ait jamais de corruption. Mais tout ça, c'est pas ce qu'implique la démocratie. Ça, c'est toutes les idéologies politiques, elles reposent sur ces idées. Donc on a une certaine contradiction entre la démocratie telle qu'elle s'exerce et telle qu'elle doit s'exercer, et la représentation qu'on en a.
Même des intellectuels vont imaginer la démocratie comme un modèle parfait, on va dire, de la relation entre les hommes. Mais là où se trouve la valeur de la démocratie, c'est l'inverse. C'est qu'elle dit personne n'est parfait, les lois ne sont pas parfaites, on va se tromper, donc on va se donner tous les moyens pour pouvoir se corriger. Comme le feraient des scientifiques. Pour améliorer leurs connaissances, ils savent qu'ils n'ont pas la vérité, et donc ils cherchent, ils vont améliorer petit à petit leur théorie. Eh bien c'est pareil pour les sociétés démocratiques. Alors Karl Popper, justement, il essaye de décrire cette pratique. Ce n'est pas une théorie, il ne défend pas une théorie de la loi du peuple, du gouvernement du peuple. Mais il défend l'idée d'un état de droit. Cet état de droit, il permet le renvoi du gouvernement par un vote majoritaire. Et il permet aussi, cet état de droit, de changer les lois, de se corriger quand on se trompe. Alors cette théorie de Karl Popper, elle est très puissante parce qu'elle évite les paradoxes et elle évite les difficultés sans fin de l'ancienne théorie. Par exemple, il y avait des problèmes tels que faut-il faire si jamais le peuple vote pour établir une dictature? Bien sûr, cela n'est pas susceptible de se produire si le vote est libre. Mais c'est arrivé. Et si ça arrivait encore? La plupart des constitutions exigent en fait bien plus qu'un vote à la majorité pour amender ou changer les dispositions constitutionnelles. Et ils exigeraient donc peut-être une majorité des 2 tiers ou même des 3 quarts pour un vote contre la démocratie. Mais cette demande montre qu'il prévoit un tel changement. C'est-à-dire, on imagine que c'est possible. C'est vrai que les gens pourraient voter pour une dictature, pour voter pour un dictateur. Mais en même temps, il ne se conforme pas au principe selon lequel la volonté de la majorité est la source ultime du pouvoir. Et la démocratie, c'est le seul régime politique qui peut légitimer son renversement. C'est-à-dire, si les gens votent pour un dictateur, et ben, au fur et à mesure, si tout le monde veut un dictateur, ben, il y aura à terme un dictateur. Et il n'y aura pas besoin de mettre de violence. Par contre, n'importe quel autre système politique, on ne peut pas le renverser sans violence, sans effusion de sang. Alors toutes ces difficultés, donc, elles sont éliminées si on abandonne la question qui doit gouverner. Et si on la remplace par ce nouveau problème pratique et concret: comment pouvons-nous éviter au mieux les situations dans lesquelles un mauvais dirigeant fait trop de mal ou des lois font trop de mal? Lorsque nous disons que la meilleure solution que nous connaissons est une constitution qui permette à un vote majoritaire de destituer le gouvernement, nous ne disons pas que le vote majoritaire aura toujours raison. Pas du tout. Nous ne disons même pas que ce serait généralement juste. Nous disons seulement que ce procédé, très imparfait, est le meilleur inventé jusqu'ici. D'ailleurs, on peut rappeler la phrase de Winston Churchill, qui disait que la démocratie est la pire forme de gouvernement, mais à l'exception de toutes les autres formes connues de gouvernement qui sont encore pires. Et c'est là le point cardinal. Quiconque a jamais vécu sous une autre forme de gouvernement, c'est-à-dire si quelqu'un a vécu sous une dictature, qui ne peut pas être renversée sans effusion de sang, saura qu'une démocratie, aussi imparfaite soit-elle, vaut la peine d'être défendue. Et je crois, vaut la peine de mourir pour elle. Et je considère qu'il est mal d'essayer d'en persuader les autres. Ça, c'est pas bien quand il y a des gens qui te persuadent qu'il faut mourir pour une cause, ça c'est jamais bon. Alors, nous pourrions baser toute notre théorie sur ceci, qu'il n'y a que 2 alternatives connues à nous. Donc, en politique, soit c'est une dictature, une certaine forme de dictature, soit une certaine forme de démocratie. Et en fait, on ne choisit pas la démocratie parce qu'on dit que ça va être un modèle parfait. Non. On a cette alternative, dictature ou démocratie. Mais on prend la démocratie parce que la dictature, on sait que ça repose sur la méchanceté et que ça repose sur des actions injustes, mauvaises, néfastes pour les hommes.
Ça ne veut pas dire que la démocratie fera toujours des choix justes, mais ça veut dire qu'elle ne repose pas sur un principe d'injustice. Alors, un dictateur, hein, il peut faire un mauvais usage de son pouvoir. Même s'il était bienveillant, il priverait tous les autres de leurs responsabilités, et donc de leurs droits et devoirs humains. C'est une base suffisante pour se prononcer en faveur de la démocratie. La démocratie, elle est envisagée, là, comme un état de droit qui permet de se débarrasser du gouvernement ou des lois. Aucune majorité, aussi large soit-elle, ne doit être qualifiée pour renoncer à cet état de droit.